Mon nom est Emmanuel et j'ai une question. De quelle manière est-ce que notre corps peut reconnaître le virus à combattre après avoir reçu le vaccin? Ce qu'il faut savoir, pour comprendre comment un vaccin fonctionne, il faut comprendre finalement comment notre corps il reconnaît un virus. Les virus, ils sont fainéants parce que ils ont besoin finalement de rentrer dans notre corps pour se multiplier. Pourquoi? Tout simplement parce que les virus, ils n'ont pas tous les outils nécessaires pour se multiplier. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rentrer dans le corps, ils vont rentrer dans une cellule, et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont arriver dans la cellule? Ils vont dire, ah ben tiens, il y a les outils dont j'ai besoin, ils sont ici, à droite, à gauche, ce que je vais faire, je vais les utiliser pour me multiplier. Notre corps, il n'aime pas trop voir les virus qui arrivent à l'intérieur, et je pense que vous le savez tous, souvent les virus, ça nous rend malades. Alors notre corps, qu'est-ce qu'il a? Comme tu peux voir sur la diapositive ici, il a une armée. Il a une armée de cellules qui sont là, prêtes à combattre tous les virus. Alors tu peux voir, elles ont des noms un petit peu bizarres. Si tu regardes, moi j'ai mon écran ici, alors je vais regarder aussi mon écran. Tu vas voir, il y en a qui s'appellent par exemple des neutrophiles, il y en a d'autres qui s'appellent des macrophages, on a des plaquettes, on a des lymphocytes B, des lymphocytes T, on a des cellules qui s'appellent des cellules tueuses naturelles, et on a alors des cellules qui sont un petit peu bizarres, je ne sais pas si tu vois bien, en haut ça s'appelle des cellules dendritiques, et elles ont plein de mains autour d'elles. Elles sont très importantes. Pourquoi elles sont très importantes? Parce qu'elles vont capturer le virus. En fait, c'est un petit peu pour ça que les cellules, on a l'impression qu'elles ont des mains un petit peu partout, parce que c'est pour mieux finalement capturer le virus. Et leur travail, c'est quoi? Leur travail, c'est de ramener ces virus qui viennent de rentrer à l'intérieur du corps, et ils vont les ramener aux lymphocytes B et lymphocytes T. C'est un peu comme ce que tu vois ici, ce qui est représenté ici. Tu vois ces cellules dendritiques avec tous les bras, et elles vont essayer de capturer le virus. Ici, c'est un virus, vous l'avez tous reconnu, c'est un coronavirus qu'on appelle le SARS-CoV-2. Ils vont aller le capturer. Et qu'est-ce qui va se passer une fois que ces cellules dendritiques vont vont capturer, vont ramener ce virus aux lymphocytes T? Les lymphocytes T et les lymphocytes B, qui sont les personnages les plus importants de notre histoire ici, ils vont l'étudier. Ils vont l'étudier pour essayer de comprendre comment on peut reconnaître ce virus parmi plein d'autres. Alors ils vont essayer de le comprendre. Et une fois qu'ils auront compris ça, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est la grande bataille. Toutes les cellules vont se mettre sur le virus, les macrophages, les cellules dendritiques, les lymphocytes B, les lymphocytes T, les lymphocytes B qui vont envoyer, on va dire, sur le virus des anticorps. Tout ça pour faire quoi? Finalement, pour rejeter le virus hors du corps, pour le faire sortir, pour le faire disparaître, pour le tuer. Et tu imagines qu'il ne faut pas qu'une cellule pour faire ça. Je pense que tout le monde a compris, tu n'as pas besoin que d'une seule, il en faut des milliers et des milliers et des milliers. Et c'est ce que tu vois sur ce dessin ici. Au début, quand le virus rentre à l'intérieur de ton corps, quand tu es infecté, on va avoir une multiplication de ces cellules B et T qui vont augmenter. Et c'est pour ça que tu vois sur la courbe, un genre de courbe, tu vois qu'on a de plus en plus de lymphocytes T, de plus en plus de lymphocytes B, jusqu'au moment où le système se dit « Bon c'est bon, il n'y a plus rien à combattre, alors on va réduire le nombre de soldats » et le système, ton corps, va revenir à quelque chose de normal. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il y a des cellules B et T mémoire. Alors, les cellules B et T mémoire sont très importantes parce que ce sont ces cellules-là qui vont se rappeler la prochaine fois que le même virus va rentrer à l'intérieur de ton corps, elles vont se rappeler de lui. Et comme elles se rappellent de lui, le système immunitaire va mettre beaucoup moins de temps pour réagir. Parce que ces cellules vont dire « Ah ben oui, moi, ce virus, je le connais, et je sais que ces lymphocytes, ils ont déjà appris à le connaître, donc que les lymphocytes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller le combattre. Ils vont aller le combattre de manière très rapide. Alors, qu'est-ce
qu'est-ce que vient faire finalement ta question dans toute cette histoire? Pourquoi il faut savoir comment le virus rentre à l'intérieur et comment le système immunitaire fonctionne? Parce que le but d'un vaccin, c'est de faire croire à ton corps qu'il a été infecté par un virus. Alors là, on fait vraiment croire au corps. Alors comment on peut faire croire au corps qu'on est infecté sans vraiment lui injecter le virus vivant? Et bien là, on a 3 solutions, et c'est ce que tu vois sur cette image. Ou on peut mettre un virus qui est tué, ou on va mettre un virus qui est pas très en forme, tu vois, il n'est pas très en santé, on sait qu'il ne va pas faire grand-chose à l'intérieur, et on appelle ça un virus affaibli. Ou on peut mettre carrément des bouts du virus, c'est ce que tu vois ici, les bouts par exemple de la protéine S, les épines que tu retrouves sur le virus qui a induit la Covid-19. Au cours de la Covid, au cours de la crise de la Covid, on a beaucoup parlé des nouveaux vaccins qui s'appellent des vaccins à ARN messager, ARNM. Alors ça, c'est une nouvelle technique. Au lieu de mettre un vaccin affaibli, ou un vaccin tué ou un bout du virus à l'intérieur, ce qu'on va faire, ce que les chercheurs ont réussi à faire, c'est finalement de mettre un plan, le plan de fabrication du virus à l'intérieur. Alors, pas le plan complet, mais juste une petite partie de comment fabriquer un bout de ce virus. Et là, ce que les chercheurs ils ont fait, c'est qu'ils ont fabriqué, ils ont mis le plan pour fabriquer, tu vois sur la diapositive ici, le plan pour fabriquer la protéine S, c'est ce que tu vois tout en bas. Alors pourquoi la protéine S? Parce que la protéine S, elle est très très importante parce qu'elle sert de clé pour rentrer à l'intérieur des cellules. Parce que tu t'imagines bien qu'il faut un système pour rentrer dans les cellules, un petit peu comme quand toi tu rentres à la maison chez toi. Tu as quoi? Tu as une clé. Tu rentres à ta maison, tu mets ta clé dans la serrure, et le fait que les deux viennent ensemble, ça te permet d'ouvrir la porte. Ici, c'est exactement pareil. Le SARS-CoV-2, pour pouvoir rentrer dans la cellule, il a une sorte de clé, c'est ce que tu vois sur le côté, la protéine S. Et cette protéine S, elle va rentrer dans la serrure qui s'appelle l'ACE2. Et bien, quand il va voir la clé, le système immunitaire, il va dire à ses soldats « Hey, venez voir, il y a la clé qui est rentrée, elle est rentrée dans la cellule, là, à l'intérieur. La cellule, elle a fabriqué la clé, la cellule, elle a fabriqué la clé, et il va falloir qu'on la combatte. » Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une augmentation des lymphocytes T, une augmentation des lymphocytes B. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont combattre ces clés, et quand il n'y aura plus de clés, il y a les fameuses cellules mémoire qui vont apparaître. Et elles vont se rappeler de la clé. Comme ça, quand le vrai virus, le SARS-CoV-2, il va rentrer dans ton corps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que le système immunitaire va faire? Il va dire, hey, à cause du vaccin, nous on connaît ça, on connaît cette clé. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va combattre le vrai virus. Et c'est pour ça que les vaccins permettent finalement de reconnaître le virus et de combattre le virus. Alors c'est un petit peu compliqué comme ça, mais c'est comme ça que ça se passe dans la réalité à l'intérieur de ton corps. Merci. De rien, Manuel. Super. Un plaisir de te voir. Bonjour, mon nom est Jonah. Ma question est comment les variants se développent-ils? Est-il possible de les arrêter? Jonas, super bonne question. Et là, tu n'as pas une question, mais tu en as 2 à l'intérieur. La première, c'est comment les variants se développent. Alors, comme je l'ai dit au début, les virus, ils sont très fainéants. Ils sont très fainéants et ils ont besoin de rentrer dans une cellule pour pouvoir se multiplier. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas se multiplier juste une fois, ils vont se multiplier des dizaines, des milliers de fois à l'intérieur. Et pour se multiplier, un virus, à chaque fois, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire une copie de son plan. Et la copie de son plan qui s'appelle
l'ARN. Alors tu vois sur la figure ici, à l'intérieur du virus, eh bien, il y a finalement le plan pour fabriquer le virus. Il a tout à l'intérieur. Quand le virus il bouge, il ramène tout avec lui, il ramène son plan avec. Sauf que des fois, qu'est-ce qu'il arrive dans la cellule? Dans la cellule, il y a des molécules qui sont spécialisées pour faire des copies. Alors, je ne sais pas si tu vois un petit peu sur l'image ici. Tu vois qu'un petit peu comme quand toi tu étais peut-être à l'école maternelle, tu copiais des lettres, tu copiais des petits bouts de texte, et puis des fois toi tu faisais des erreurs. Et moi aussi, moi j'en faisais plein des erreurs quand je copiais. Et ici ce qui se passe c'est la même chose, c'est-à-dire que les copistes, alors les copistes en biologie, en immunologie on les appelle des réplicases, ces copistes, eh bien elles font souvent des erreurs. Évidemment, tu peux t'imaginer que s'il y a une erreur dans la copie du plan, le virus ne va pas être fabriqué de la même façon. Ça veut dire que les virus ils vont être un tout petit peu différents. Et c'est ça ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu as déjà entendu, mais ce sont les variants. C'est les différentes formes que le virus va prendre. Pour te donner un exemple, c'est un petit peu comme si tu faisais à manger. Si tu préparais par exemple des cookies. Peut-être que tu as déjà préparé des cookies avec tes parents ou avec tes grands-parents. T'imagines, tu as ta recette, c'est ton plan, comme pour le virus. Tu as ta recette avec tous les ingrédients qui sont notés sur la recette. Tu vas prendre ta recette, mais tu vas faire une erreur. Tu vas faire une erreur quand tu vas aller dans l'armoire, mais au lieu de prendre le sucre blanc, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu vas prendre le sel. Et tu vas mettre le sel dans ta recette. Les cookies, ils vont ressembler à l'extérieur à des cookies. Il y aura les pépites de chocolat, il y aura la farine, il y aura tout ce que tu veux à l'intérieur. Mais il y aura aussi le sel. Et quand tu vas les manger, qu'est-ce qui va se passer? Ah, ça va vraiment pas être bon. Eh bien, les virus, c'est pareil. Quand il y a une erreur, eh bien, des fois, c'est pour avantager le virus, c'est-à-dire qu'il va gagner le virus quelque chose. Par exemple, il va être beaucoup plus féroce, il va être beaucoup plus infectieux. Mais des fois, l'erreur est fait que finalement, le virus, ça l'affaiblit. Il va moins infecter les gens et il va être moins féroce. C'est comme par exemple, si tu avais pris des cookies et que finalement tu mettais plus de pépites de chocolat. Tout le monde aime les pépites de chocolat. Donc tes pépites, tes cookies, tout le monde va les acheter parce que tu auras plus de pépites de chocolat qu'un autre fabricant. C'est exactement la même chose ici. Ou le virus il va gagner quelque chose, ou le virus il va perdre quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de noms différents pour le virus, beaucoup de formes différentes du virus qu'on appelle des variants. Alors ça c'est la réponse pour ta première question. Maintenant, pour ta deuxième question. Alors, ta deuxième question, c'était est-ce qu'il est possible d'arrêter les virus? On peut et on a des médicaments que l'on peut utiliser et qui s'appellent des antiviraux. Ces médicaments, ils ne tuent pas directement les virus. Ce n'est pas quelque chose où on va faire exploser le virus, non. Ce médicament, il va aller chez les copistes. Et il va finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer le travail des copistes. Il va bloquer le travail de la polymérase. Donc, si le virus il est à l'intérieur de ton corps, s'il est à l'intérieur d'une cellule, et si tu reçois ce médicament-là, eh bien, ils ne vont plus pouvoir se multiplier. Et souvent, très souvent, ce médicament, il est donné tout au début, quand on réalise un diagnostic, quand on apprend que quelqu'un a été infecté et qu'il a des symptômes très sévères, c'est-à-dire qu'il est malade, qu'il a une très très forte maladie, eh bien dans les premiers jours de la maladie, on va donner ce médicament pour bloquer la multiplication des virus. Donc voilà, c'est d'un côté les variants où c'est une erreur de ces copistes et de l'autre côté, la réponse à ta question, c'est finalement, on va bloquer ces copistes et on va éviter qu'ils fassent leur travail. Bonjour, je m'appelle Gabriel et je voulais vous demander de quelle façon pouvons-nous déterminer la véracité d'une variante?
Alors Gabriel, très très bonne question. Alors ta question, oui, de quelle façon pouvons-nous déterminer la férocité d'un variant? Est-ce qu'il est infectieux? Est-ce qu'il va tuer beaucoup de cellules? Eh bien c'est simple, il y a deux façons possibles de déterminer cela. La première façon, eh bien, c'est finalement de faire des mathématiques. De faire des mathématiques et de compter combien il y a de gens qui sont infectés par le virus, combien il y a de gens qui doivent aller à l'hôpital et combien de gens qui sont à l'hôpital doivent aller en soins intensifs. Alors, pour te donner un exemple très simple, ici, on a par exemple deux virus, le virus A et le virus B. Le virus A, on imagine que dans le cercle, il y a 100 personnes. Imagine qu'il y a 100 personnes dans chaque cercle. Le virus A, qu'est-ce qu'il va faire? Sur 100 personnes, il y en a 80 qui vont pas être infectés par le virus, ils vont être en bonne santé. Il y en a 15 qui vont devoir aller à l'hôpital, ils vont aller à l'hôpital, donc la maladie est déjà assez avancée. Et à l'hôpital, il y en a encore 5 autres qui doivent vraiment aller aux soins intensifs. Donc tu vois que pour ce virus A, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en soins intensifs finalement. Par contre, si tu regardes le virus B sur 100 personnes, et là il y en a déjà plus que 60 qui restent en santé. Il y en a 5 qui sont malades à l'hôpital et il y en a 35 qui sont en soins intensifs. Donc là, tu peux tout de suite te dire, ah bah tiens, le virus B, il est beaucoup plus féroce que le virus A. Donc ça, c'est un moyen mathématique tout simple pour savoir si, eh bien, finalement, ce virus, il est dangereux ou pas. Maintenant, il y a un moyen qui est beaucoup plus compliqué, c'est de faire des tests avec les virus sur des cellules qui peuvent être infectées par le virus. Alors, ça se fait pas dans n'importe quel laboratoire. On ne va pas le faire ici comme on a ici là, sur la table. Ici. Il faut des laboratoires très très spécialisés. Les chercheurs n'ont pas juste une blouse comme moi ou comme sur le dessin. Ils vont avoir carrément une combinaison comme pour aller dans l'espace parce qu'on ne veut pas que les chercheurs soient infectés par le virus. Et dans ces laboratoires très spécialisés, eh bien les chercheurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder finalement si le virus tue plus de cellules, plus rapidement, tout ça pour avoir une idée de finalement, comme tu dis, de la férocité. Et c'est avec ces données de laboratoire, plus les données mathématiques et les calculs mathématiques qui sont faits quand on regarde le nombre de gens qui rentrent à l'hôpital, finalement qu'on peut déterminer la férocité d'un virus. Voilà, tout aussi simple que ça. Ça a l'air compliqué, mais assez simple. Bonjour, mon nom est Madden. Ma question est, est-ce que les vaccins actuels aident notre corps à combattre les variants? Alors Madden, bonne question. Alors jusqu'à maintenant, je dis bien jusqu'à maintenant, oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent perdre en efficacité contre certains variants qu'on dit préoccupants. Car dans certains cas, il est possible que la partie que les cellules mémoire vont reconnaître et que les anticorps vont reconnaître soit un petit peu différente. Elle n'est plus la même. Rappelle-toi ce qu'on en a dit avant. Si le plan change, eh bien, la partie va changer à l'extérieur. Alors, par contre, les gens, ils ont remarqué, les chercheurs et les médecins et les scientifiques ont remarqué que les personnes vaccinées, eh bien, avaient moins de chances de développer des formes très sévères de la maladie contre les variants qu'on a trouvés jusqu'à présent. Donc, on peut penser que jusqu'à maintenant, les vaccins peuvent nous aider à combattre les formes sévères de la maladie. Bonjour, je m'appelle Mathias. Ma question est, est-ce que notre système immunitaire est assez fort afin de combattre plusieurs variants? Jusqu'à présent, oui, le système est assez fort pour combattre plusieurs variants. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, oui.
Pourquoi il est assez fort? Parce que finalement, le système immunitaire, il a beaucoup de différentes cellules, il a beaucoup de différents soldats qui sont là pour attaquer les variants, mais aussi pour attaquer tous les autres virus qui sont autour. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au tout début, ce qui est vraiment important dans le cadre du système immunitaire, c'est qu'il fabrique ces fameuses cellules mémoire. Et ces cellules mémoire, quand elles vont revoir le même virus, elles vont se mettre en route et elles vont le faire sortir. En sorte que ces cellules, finalement, elles ont une bonne mémoire, peut-être comme vous, elles vont se souvenir de manière très effective de qui elles ont rencontré au cours de leur vie. Et dans ce cas-là, quand il y a le virus qui re-rentre à l'intérieur, eh bien, ce virus, on va le combattre tout de suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les variants? Parce qu'ils ne sont pas identiques, les nouveaux variants, ils ne sont pas identiques à ce qu'on a mis finalement dans les vaccins. Ils ne sont pas identiques au premier virus. Alors là, vous allez me dire, mais si ce n'est pas identique, s'il n'a pas appris, le système immunitaire, il est un petit peu bien embêté. Parce que comment il va faire pour le reconnaître? En fait, le système immunitaire, il est aussi intelligent. Parce qu'il n'y a pas que les virus qui sont intelligents. Le système immunitaire, il est aussi intelligent. Ces cellules mémoire, elles ont une vraiment très drôle de capacité. Parce que ces cellules mémoire, elles peuvent, quand elles se rappellent de ce qu'elles ont vu, et quand elles libèrent, elles vont dire aux autres cellules de libérer des anticorps spécifiques contre ce qu'elles sont rappelées, eh bien, elles ont la capacité de changer les anticorps qui vont être libérés. Et ça a un nom très très spécifique. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves de votre niveau qui en ont entendu parler. Ça s'appelle une hypermutation somatique. L'hypermutation somatique, c'est que ces fameuses cellules mémoire, et plus spécialement les cellules B, quand elles vont libérer des anticorps, elles vont libérer elles vont libérer les anticorps contre le premier virus qu'elles ont vu, contre le bout du virus qu'elles ont vu dans le vaccin, mais aussi elles vont faire des petits ajustements. C'est un petit peu comme, par exemple, si vous êtes en cours de dessin, en cours d'art, et que la professeure elle va vous dire, écoutez, dessinez-moi une tête. Alors moi, la tête, je ne suis pas très bon. Je vais dessiner un rond, je vais dessiner des yeux, je vais dessiner la bouche, je vais dessiner le nez. Mais après, la professeure ou le professeur, il va me dire, voilà, Jean-Éric, pour dessiner les yeux, il faut faire comme ça. Ah, ouais. Alors je commence à dessiner les yeux, et après quelques séances, quelques cours, quelques leçons, eh bien mon dessin, il va devenir de mieux en mieux. Parce qu'en fait, j'ai appris et j'ai affiné ma technique. Je deviens meilleur finalement. Là, c'est exactement pareil pour ces cellules immunitaires. Quand elles font cette fameuse hypermutation somatique, eh bien, elles vont fabriquer des anticorps qui sont un tout petit peu différents et qui sont de meilleure qualité. Donc ces anticorps, peut-être qu'ils ont la capacité de cibler et d'agir sur des nouveaux variants. Mais le problème, c'est que dans le cadre de la Covid-19, pour l'instant, parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour regarder, pour étudier ça, on ne sait pas si ces cellules vont faire ou ont la capacité de faire des bons ajustements, une bonne hypermutation somatique. Donc tu vois qu'il n'y a pas que les virus qui sont intelligents et qui peuvent se changer. Dans le système immunitaire, il y a aussi des cellules, les cellules immunitaires, qui peuvent se modifier et devenir finalement meilleures et reconnaître d'une meilleure façon les virus. Merci.
Bonjour, mon nom est Kylie. Ma question est, à quelle fréquence une personne infectée par la COVID peut-elle être infectée à nouveau? Alors Kylie, c'est une bonne question et il y a beaucoup de gens qui voudraient le savoir, mais finalement, pour l'instant, on ne le sait pas. Les chercheurs, par exemple, si tu peux te faire réinfecter par le même virus. Et les chercheurs ont montré, ou le même variant, les chercheurs ils ont montré que finalement, les gens qui se faisaient réinfecter par le même variant, eh bien, ils présentaient moins de symptômes et ou des fois carrément, ils ne présentaient pas de symptômes du tout. Et c'est ce qu'on appelle quand on est asymptomatique. Le A, ça veut dire pas de symptômes, donc on est asymptomatique, contrairement à la personne qui est sur la partie gauche du dessin, ici, de mon côté, sur mon ordinateur, où c'est une personne où on voit qui est malade et qui est symptomatique. Mais toutes ces deux personnes, elles ont le virus à l'intérieur. Donc, ça, c'est ce qu'ont montré les chercheurs. C'est-à-dire que tu es réinfecté par la même chose, bien la deuxième fois, il y a moins d'effet sur ton corps. Pourquoi ? Rappelle-toi, parce qu'il y a ces cellules immunitaires qui sont là, ces fameuses cellules mémoire. Et là, tu vois vraiment ici sur la courbe, ça c'est une courbe de la maladie, où tu vois quand la première fois tu es infecté par le virus, tu peux devenir très malade, ou tu deviens malade, et ça dure assez longtemps. Par contre, regarde la deuxième fois, quand tu te fais réinfecter, tu vois que finalement, c'est beaucoup plus rapide, ça monte beaucoup plus rapidement, mais ça descend beaucoup plus rapidement et ça va beaucoup moins haut. Donc ça veut dire que tu es moins malade sur une plus courte période. Et ce qu'on a vu, et ce qui est important de savoir, c'est que, et on l'a dit au tout début de la crise, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus susceptibles, c'est-à-dire qu'ils ont plus de chances de se faire infecter, par exemple comme les personnes âgées. Si tu as tes grands-parents, des grands-parents, eh bien eux, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de leur corps ? Leur système immunitaire, il n'est pas comme le tien. Il n'est pas comme le tien, Kylie. Il est beaucoup moins performant. Toi, le tien, t'es jeune, tes cellules, elles ont encore beaucoup d'énergie. Quand elles vont voir les choses, elles vont tout de suite les voir, elles le voient bien. Ici, c'est comme si finalement tes cellules devaient mettre des lunettes parce qu'elles voyaient moins bien. Et alors, du coup, ce qui fait que finalement, ces personnes, les personnes âgées, eh bien, elles ont moins de cellules immunitaires et elles s'adaptent moins. Donc, elles ont plus de chances d'être malades et aussi plus de chances de développer des formes sévères de la maladie. Ça, c'est pour la première partie de la population qui peut être touchée. Et la deuxième, ce sont les gens qui sont malades. Alors, peut-être que tu as entendu à la télé, à la radio, ou peut-être que tu as lu ou que tu as fait ça à l'école. Il y a des gens qui ont des maladies. Et des maladies spécifiques du système immunitaire. Pour pas qu'ils soient malades, en temps normal, dans la vraie vie, s'il n'y avait pas de Covid, qu'est-ce que le médecin va leur donner ? Il va leur donner des médicaments pour réduire l'activité du système immunitaire pour qu'ils soient moins malades. Or, à ton avis, qu'est-ce qui se passe maintenant avec le virus de la Covid-19 ? Si ces personnes elles prennent des médicaments qui réduisent leur système immunitaire, le système immunitaire, il ne va plus pouvoir travailler normalement. Parce qu'on lui dit non, stop, arrête de travailler. Le médicament lui dit stop, arrête de travailler. Et alors qu'est-ce qu'il va faire le virus de la Covid-19 ? Pour lui, ça va être beaucoup plus simple d'aller à l'intérieur du corps. Ça va être beaucoup plus simple de se multiplier. Et ça va être beaucoup plus simple de faire des dégâts à l'intérieur du corps. Alors, là aussi, ce qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est que pas tous les médicaments ont un effet de ce type-là, mais vraiment, là, on voit qu'il y a deux parties de la population ici qui ont peut-être beaucoup plus de chances d'avoir des formes sévères de la maladie.
Bonjour, je m'appelle Micah et ma question est, est-ce que les gens qui sont fumeurs sont à risque d'avoir des complications si on la COVID? Ce qu'on voit, ce que les chercheurs et les scientifiques voient et qu'ils ont vu au cours des 20 derniers mois, c'est que oui, les gens qui fument ont un risque beaucoup plus important d'être hospitalisés, et quand ils sont à l'hôpital, eh bien, ils ont aussi un risque beaucoup plus important de terminer avec un respirateur pour les aider à respirer. Alors, à ton avis, pourquoi? Alors, je vais te donner la réponse. Premièrement, c'est parce que les maladies que développent les gens qui fument, eh bien, ces maladies, elles touchent quoi? Elles touchent certains organes, comme par exemple les poumons ou le cœur. Et ces organes-là sont aussi la cible du virus de la Covid-19. En plus de ça, rappelle-toi ce que j'ai dit au sujet des serrures et des clés. Les virus, pour rentrer à l'intérieur d'une cellule, ils ont besoin d'avoir la serrure. Chez les fumeurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il semblerait qu'ils aient beaucoup plus de serrures sur leurs cellules. Et en plus, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que ces personnes, elles sont plus en pleine santé, et comme je l'ai dit, elles ont des organes qui sont très très fragiles. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour le corps et le système immunitaire de combattre le virus, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de complications chez les gens qui fument. Souvent, ce qui se passe au début d'une maladie, quand on l'étudie comme ça, c'est qu'il y a des scientifiques qui vont dire « Ah ben oui, les fumeurs, ils ont plus de chances d'avoir des formes sévères. » Puis il y a d'autres gens qui vont dire « Ah ben non, regardez mes résultats, moi, quand j'analyse tout ça, vous allez voir, fumer ou pas fumer, il n'y a pas de différence entre les deux. » Mais ce qui semble, quand on prend toutes les études ensemble, quand on prend tous ces scientifiques et qu'on leur demande, à votre avis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Eh bien, les scientifiques, ils pensent maintenant que oui. Alors, ils utilisent un mot très spécial et très compliqué, qu'on appelle un consensus, c'est-à-dire que même s'il y a des différences, il y a beaucoup plus d'études qui montrent que les fumeurs ont des maladies plus sévères. Donc, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ben écoutez, on pense que oui, ils sont beaucoup plus, ils développent des maladies beaucoup plus sévères. Maintenant, est-ce qu'ils ont plus de chances de l'attraper? Ça, on ne le sait pas pour l'instant. Parce que là, pour l'instant, il y a vraiment très, 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 très peu d'études là-dessus. Merci. De rien. Bonjour, mon nom est Alex. Aujourd'hui, ma question est, quelles sont les règles de sécurité supplémentaires qui ont été prises en ce qui traite la vaccination des enfants? Alors Alex, ta question, elle a l'air compliquée, mais elle n'est pas compliquée. Parce que finalement, quand on a développé ces nouveaux vaccins, ce qui concerne la vaccination, eh bien, il n'y a presque pas de règles supplémentaires qui ont été mises en place pour essayer de voir comment le vaccin fonctionne chez les enfants. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on fabrique un nouveau vaccin, il y a des règles qui sont très très strictes. Pour fabriquer un vaccin, il faut déjà trouver le virus, l'affaiblir, le tuer, ou prendre son plan, ou prendre des bouts. Et tout ça, ça se fait en laboratoire. C'est ce qu'on appelle les essais précliniques. Et donc en laboratoire, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tous ces petits bouts-là et on va regarder qu'est-ce que ça fait sur les cellules. Est-ce que ça permet de régler et de réguler les cellules? Donc qu'est-ce que les chercheurs ils vont faire? Parce qu'à un moment donné, il faut bien passer du laboratoire aux humains.
Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont donner des petites doses aux humains, et c'est ce qu'on appelle la phase numéro 1. Et là, ce sont des gens qui sont en très bonne santé, et on veut voir si en donnant ce vaccin, les gens vont développer des maladies, est-ce qu'ils vont fabriquer des anticorps, est-ce que les cellules immunitaires vont s'activer, et oui, comme je l'ai dit, est-ce qu'ils ne tombent pas malades, est-ce que le vaccin finalement ne les rend pas malades. Une fois que ça c'est bon, on va passer à l'étape suivante qui est la phase 2, et là on va donner le vaccin à des personnes qui ont une probabilité très importante d'attraper la maladie. Donc là, on sait déjà que ces gens-là, ils sont dans une ville où il y a la maladie qui se propage, et on va voir qu'est-ce qui se passe chez ces gens-là. Si ça fonctionne, sur ce petit nombre restreint de personnes, on va se dire, bah tiens, c'est très bon signe, essayons-la maintenant sur des milliers et des milliers et des milliers de personnes pour voir si ça fonctionne. Et donc, cette phase 1, 2 et 3, la troisième, quand on va voir sur des milliers de personnes, on le fait chez les adultes, mais on le fait aussi chez des enfants. Donc, pour développer un vaccin pour les enfants, on suit exactement les mêmes règles de sécurité. Bonjour, mon nom est Ethan et ma question est pourquoi avait-on dit en premier que 2 doses seraient requises et maintenant on parle d'un booster? Donc comme tu le dis si bien, effectivement, au début, on pensait que 2 doses seraient suffisantes. Mais ce que l'on a vu à travers le temps, c'est que finalement 2 doses ne sont pas suffisantes. Et c'est ce qu'on voit déjà avec bien d'autres vaccins, comme tu peux le voir sur cette diapositive. Par exemple, le vaccin contre la coqueluche, la diphtérie, où il est nécessaire d'avoir des doses supplémentaires. Donc oui, il va falloir réaliser d'autres doses de rappel. Bonjour, mon nom est Cohen et ma question est, est-ce que le vaccin nous protège à vie? Devons-nous recevoir des boosters souvent? Certains virus, et pour certains vaccins contre certains virus, on a besoin de plus d'une dose. Par exemple, si on prend le vaccin contre le tétanos, eh bien lui, il nécessite 5 doses quand on est un enfant, et après, on doit recevoir, comme je dis, des boosters tous les 10 ans quand on est adulte. Donc tu vois ici, celui-là, c'est pas certain qu'en prenant une dose unique, on puisse être protégé toute notre vie. Pourquoi on a besoin de ces nouvelles injections? Alors il y a 2 explications. Le premier, c'est si le virus ne change pas, eh bien notre système immunitaire, même s'il est intelligent, eh bien c'est un petit peu peut-être comme toi, comme quand moi j'étais à l'école, quand j'apprenais quelque chose, eh bien au bout de 5, 6, 7, 8 mois, je ne me souvenais plus. Il fallait que j'aille revoir ce que j'avais appris. Eh bien là, c'est exactement pareil. Si c'est le même virus, eh bien on est obligé de recevoir un booster contre le même virus. Ça permet au système immunitaire, s'il l'avait par inadvertance oublié, eh bien de se rappeler de l'intrus. Ça, c'est si le virus ne change pas. Maintenant, si le virus il change, comme par exemple, on peut reprendre l'exemple de la grippe, eh bien là, dans le booster, c'est pas vraiment un booster, c'est presque un nouveau vaccin parce que c'est un vaccin contre une nouvelle forme, contre un nouveau virus. Et donc là, il faut apprendre au système immunitaire qu'est-ce qu'il doit reconnaître. Donc, ce n'est pas vraiment un booster pour la grippe. Donc, tu vois que ce n'est pas parce qu'on est vacciné une fois que ce vaccin va nous protéger tout le reste de notre vie. Bonjour, mon nom est Connor et ça c'est ma question. Est-il sécuritaire de recevoir un premier vaccin d'une autre compagnie, puis un autre booster d'une autre, etc.? Alors, Connor, pour les adultes comme pour les enfants, depuis des années et des années et des années,
les personnes peuvent recevoir des vaccins qui sont fabriqués par des compagnies différentes. Et des fois même, ils peuvent recevoir différentes sortes de vaccins. Rappelle-toi ce de quoi on a parlé au début. Aujourd'hui, on peut avoir des vaccins avec des virus affaiblis, des bouts de vaccins, des plans de vaccins. Donc tous ces vaccins-là, c'est possible, oui, de les mélanger. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a différents vaccins à travers les âges, c'est-à-dire que tu vas recevoir un premier vaccin quand tu auras 2, 3, 4 mois, tu vas avoir un vaccin quand tu as 6 ans, quand tu auras 10 ans, quand tu auras 40 ans, 50 ans. Tous ces vaccins-là, eh bien, ils peuvent être différents. Donc oui, on peut recevoir des vaccins de différentes compagnies et aussi de différents types. Bonjour, mon nom est Mme Pascaline et voici ma question. En quoi les masques N95 sont-ils différents des autres masques? Pour comprendre l'utilisation des masques, il faut comprendre finalement à quoi sert un masque. Un masque, comme on le voit sur cette diapositive, permet au virus que l'on a dans notre nez et dans notre bouche de ne pas être projeté à distance. Donc le masque va permettre de garder les virus à l'intérieur. Alors, on l'a vu au début de la pandémie, on parlait de masques en tissu. Il y a beaucoup de gens, et encore maintenant, qui mettent des masques en tissu. Les masques en tissu filtrent d'une certaine manière les virus de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur à l'extérieur. Ils ont une capacité de filtration, mais cette capacité de filtration, elle est limitée. Et aussi, il faut bien se rappeler que souvent, ils sont ouverts à droite et à gauche. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a entendu parler de masques chirurgicaux. Alors, les masques chirurgicaux, ce sont des masques qui sont utilisés, comme leur nom le dit, en chirurgie, à l'hôpital, et aussi à l'hôpital, pas qu'en chirurgie, mais à l'hôpital, et qui protègent le personnel soignant. Et là, on peut voir sur cette diapositive, c'est que ces masques filtrent beaucoup plus les aérosols, donc les virus et tout ce qui se trouve dans l'atmosphère, ici autour de nous, dans l'air autour de nous. Et ils filtrent beaucoup, ils sont beaucoup plus efficaces. Et après, l'autre niveau de filtration, où là, carrément, il y a 95% des produits qui se trouvent, des aérosols, des virus qui se trouvent dans l'air autour de nous, qui sont bloqués, ce sont les masques N95. Et c'est pour ça qu'on donne le nom de N95, parce que 95% des aérosols d'une certaine taille sont filtrés, et ces masques sont très efficaces, non seulement pour leur capacité de filtration, mais aussi, on peut voir que quand on les met, comme je suis ici, ils vont, et j'en ai un ici, quand on les met, ils vont aller tout autour de la bouche et ils vont bloquer carrément l'ensemble de la bouche. Donc ces masques-là, c'est N95 ou KN95, le nom c'est des différentes certifications, protègent vraiment, vraiment beaucoup. Et c'est ça vraiment la différence entre les masques, c'est l'efficacité de filtration. Bonjour, mon nom est Zainul. Ma question est-ce que notre corps peut tolérer tous ces vaccins? Trop, c'est peut-être trop. Trop, c'est peut-être trop. Mais quand on injecte un vaccin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va ramener quelque chose de l'extérieur. Tu es d'accord avec moi, Xander? On ramène quelque chose de l'extérieur, c'est dans la seringue, on le ramène à l'intérieur. Mais si tu réfléchis bien, depuis que tu t'es levé ce matin, tu as respiré, tu as beaucoup respiré. Moi, j'ai beaucoup respiré. Et j'ai respiré beaucoup de virus. Et j'ai beaucoup de bactéries sur mes mains. J'ai mis mes doigts sur la bouche, les bactéries sont rentrées dans ma bouche. Et notre système immunitaire, qu'est-ce qu'il doit faire avec tout ça? Eh bien, il doit combattre, ou tolérer, ou combattre tous ces intrus qui rentrent à l'intérieur de notre corps. On ne les voit pas, on a besoin d'un microscope, tu vois, comme ici sur la diapositive, ils sont tout petits, on ne les voit pas, mais il y en a plein. Là, quand je suis en train de parler, je respire, voilà, j'ai pris beaucoup, une quantité incroyable de virus qui se trouvent ici dans le studio. Donc, est-ce que notre corps peut tolérer tous ces vaccins?
Ben oui. Quand tu vas aller chez le médecin, et très certainement, tu as déjà dû avoir plusieurs vaccins en même temps quand tu étais petit. Certaines fois, quand on va chez le médecin, eh bien, le médecin, quand il va te faire une piqûre, il ne va pas y avoir un vaccin, un plan ou un virus à l'intérieur, il va y en avoir plusieurs. Et là, c'est un exemple ici sur cette diapositive, ici, où on voit par exemple que quand tu avais 2, 4, 8 ou 6 mois, tu as dû recevoir un vaccin où il y avait à l'intérieur, alors là, il faut que je m'approche même de l'écran pour voir la diphtérie, la coqueluche, le tétanos. Donc tu vois que on peut, et tu as déjà certainement reçu, plusieurs vaccins en une fois. Est-ce que COVID disparaîtra un jour ou est-ce que le virus deviendra saisonnier comme la grippe? Eh bien, Madame Pascaline, ça, c'est la question à 1 million de dollars et on n'a pas encore la réponse. Mais on peut faire des projections. Est-ce qu'il disparaîtra un jour totalement? Pas très certain parce qu'il se transmet très facilement. Il peut réinfecter certaines personnes. On a des nouveaux variants qui apparaissent régulièrement. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas trop de chances qu'ils disparaissent un jour. Mais bon, peut-être ça peut arriver. Maintenant, est-ce que la maladie peut devenir saisonnière? Là, c'est beaucoup plus probable, mais là aussi, on ne le sait pas. Les chercheurs pensent vraiment que ce virus va rester parmi nous pendant plusieurs années, voire des dizaines d'années, mais ça ne signifie pas qu'il va être aussi menaçant. Donc il est possible que la maladie finisse par passer de quelque chose, comme on le voit sur la diapositive ici, qui s'étend au-delà des pays et qui se peut répandre sur tous les continents et sur tous les hémisphères, et c'est ce qu'on appelle la pandémie, c'est ce qui est au centre ici, à quelque chose qui va devenir, on va dire, habituel, connu, mais qui ne progresse plus et qui va se répandre à travers le monde, mais de manière beaucoup plus modérée dans différentes régions, et c'est ce que l'on appelle une endémie. Le virus va devenir endémique. C'est ce qui s'est passé finalement pour le virus de la grippe et d'autres virus, ou même des virus de la famille des coronavirus qui sont devenus endémiques. Par contre, on n'est pas à l'abri de l'émergence d'un nouveau variant du virus qui pourrait vraiment à ce moment-là compliquer les choses et qui pourrait provoquer une maladie beaucoup plus grave. Donc la question à 1 million de dollars, pour l'instant, on ne sait pas. Merci beaucoup.